Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouveau rendez-vous de Folie douce. Ici Yvan Bugeaud. Dans quelques minutes, je reçois Doris Provencher de l'Agide. On parle ensemble de l'autre côté de la pilule. Elle viendra nous démystifier tout ça dans quelques instants. On a plus tard à l'émission Mme Catherine Burroughs qui vient nous parler de Solidaire pour la vie. Au bloc Espresso et à l'Espresso allongé, Pierre nous amène le sujet L'enfant roi. Tout ça dans le menu de Folie douce pour la prochaine heure. On commence d'abord en chanson avec Émilie Lévesque et Le goût du bonheur. Bienvenue à Folie douce. Du matin, tout paraît léger, tout paraît sucré. Je ne comprends plus très bien. Un parfum d'été semble vouloir entrer par la porte du jardin. On dirait bien que les temps changent. On dirait bien que tout s'arrange. On dirait le goût du bonheur. On dirait le goût du bonheur, on dirait le goût du bonheur, on dirait le goût du bonheur. Tout paraît facile, tout paraît utile, depuis 7 heures du matin. Quelques gouttes de sel doucement ruissellent et le soleil entre enfin. Ma vie me sourit, je lui souris aussi. Rien n'est plus comme avant, c'est certain. On dirait bien que les temps changent. On dirait bien que tout s'arrange. On dirait le goût du bonheur. On dirait le goût du bonheur, on dirait le goût du bonheur, on dirait le goût du bonheur. Et je retrouve ce matin le plaisir d'un sourire, toute la tendresse d'une main qui apprend à s'ouvrir. Et j'y reconnais aussi un peu du goût de tes lèvres, leur mélange sucré-salé dans ce jour qui se lève. On dirait le goût du bonheur, 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 du bonheur, du bonheur. Que vous soyez au boulot ou dans l'auto, à moto ou à vélo, en manteau ou en speedo, vous écoutez Folie douce. C'est avec plaisir que je reçois mon invité qui est Mme Doris Provencher. Bonjour Mme Provencher. Bonjour. Bienvenue encore une fois à l'émission Folie douce. On s'était parlé il n'y a pas si longtemps, puis vous représentez donc l'Agide. On va parler aujourd'hui de l'autre côté de la pilule, mais d'abord, on va présenter encore ce que c'est l'Agide, Oui. une organisation qui existe depuis des années. On entend beaucoup ce nom-là depuis longtemps. Oui, bien écoutez, cette année, on fête notre 25e anniversaire aussi de fondation. Oui. Alors, l'Agide, c'est l'Association des groupes d'intervention en défense des droits en santé mentale du Québec. Oui. Donc, l'Agide, c'est qu'on regroupe des organismes dont la mission est la promotion et la défense des droits.
pour les gens qui vivent un problème de santé mentale, donc à travers le Québec. Et notre mission à nous, c'est plus, par exemple, de réagir à des projets de loi, de venir faire des entrevues, par exemple, donc de parler de la promotion puis de la défense de droits de manière un peu plus large. On fait pas d'aide individuelle auprès des personnes, mais c'est vraiment, on fait des outils aussi, des formations, donc pour les groupes et pour les personnes. Et comme vous dites, il y en a dans à peu près toutes les régions du Québec, il y a des groupes de défense des droits parce qu'il y a des droits qui sont finalement brimés, ou si on veut. Tout à fait. Dans chaque région du Québec. Donc, il y a 15 groupes régionaux de promotion et de défense de droits. On est né un peu, je vais vous faire ça rapide, la politique de santé mentale en 89 qui reconnaissait qu'effectivement, qu'une des difficultés majeures pour les gens, c'était d'exercer leurs droits. Il y avait beaucoup d'abus de droits. Donc, à partir de là, petit à petit, au Québec, se sont installés donc des groupes régionaux de promotion et de défense de droits. C'est très intéressant. C'est bien que vous y soyez aussi pour avoir justement des gens qui sont bien avisés sur la question. Et aujourd'hui, on parle de l'autre côté de la pilule. Vous m'avez remis un document qui est vraiment très... on en parlait juste avant d'entrer en ondes. Il est très agréable à regarder, malgré qu'on parle d'un sujet grave jusqu'à un certain point. La pilule, écoute, c'est quand même quelque chose d'important dans tout cet univers de la santé mentale. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire de ce guide-là pour débuter? On va pouvoir élaborer justement sur... en fait, c'est une formation qui est offerte. Elle a été pensée, montée premièrement, pour les personnes qui prennent des médicaments. Ce qu'on appelle, nous, les médicaments de l'âme, parce qu'un psychiatre, c'est un médecin de l'âme. Donc, ça a commencé en 1995 avec l'apparition du guide critique des médicaments de l'âme. Les auteurs étaient M. David Cohen, Suzanne Caillou-Cohen et l'AGID. Donc, c'était vraiment, c'est de donner l'information aux personnes au niveau de ce qu'on appelle les psychotropes. Donc, on parle des neuroleptiques, des antidépresseurs, du lithium, donc toutes ces familles de médicaments-là. Et donc, en 1995, donc, le guide. En 2000, on a monté une première version de la formation. Elle s'est toujours appelée, par contre, l'autre côté de la pilule. Oui. Et en 2011, on l'a refait un peu, là... pour la mettre à jour et pour des nouveaux exercices, une nouvelle façon de faire. Là, et qu'est-ce que ça apporte, une formation comme ça? Une formation comme ça est donnée dans un organisme, par exemple, et qu'est-ce que ça apporte aux gens? C'est ça. Par exemple, ça peut être un organisme ou des organismes qui se mettent ensemble et qui nous invitent. Je veux dire aussi que cette formation, elle est basée sur les droits. Parce qu'on a des droits face à la médication. C'est pas parce que j'ai un problème de santé mentale que j'ai plus mes droits face à la médication. Donc, j'ai le droit d'être informé, j'ai le droit de consentir, j'ai le droit de dire oui ou de dire non. J'ai le droit d'être accompagné aussi dans mes démarches pour en savoir plus, par exemple. Et j'ai le droit de participer à ce qu'on me propose. Donc, ça, c'est la base. On n'est pas des experts, on n'est pas... moi, je ne suis pas pharmacienne ou biologiste ou quoi que ce soit. Donc, c'est vraiment de l'information qu'on donne. Et c'est de l'information publique. On n'a rien inventé. Toutes les informations qui sont là-dedans sont vérifiables et sont vérifiées. On a des tableaux aussi pour les différentes familles de médicaments et il y a entre autres un pharmacien, M. Vincent de l'hôpital Louis H. Lafontaine qui les a vérifiés, nos tableaux, et qui a confirmé qu'effectivement c'était des informations qui étaient bonnes et générales. Oui. Donc c'est vraiment pour offrir aux gens toute l'information. Je vous dirais qu'il y a... on met tout en contexte aussi parce qu'on ne sait pas comment ça fonctionne. Et quand une personne apprend un médicament ou qu'elle arrête subitement de le prendre, qu'est-ce qui se passe dans le corps? Pourquoi que j'ai ces réactions-là? Et souvent, les gens nous disent, ils savent pas ce qu'ils prennent, on les informe pas. Ils connaissent, moi je prends une pilule rose, une jaune, une verte, mais je sais pas c'est quoi. Donc, il manque d'informations. Donc, le but de la formation, c'est de les informer. Et après ça, donc, les gens, avec ces informations-là, ils sont à même de prendre des décisions éclairées par rapport à leur médication. On aurait tendance à croire que les gens sont plus informés qu'avant, surtout aussi qu'on nous dit que les médicaments sont de moins en moins ayant des effets secondaires, en général, peut-être pas tous, mais
peut-être qu'il y a beaucoup de gens qui vont voir le médecin, le psychiatre, par exemple, puis ils ne posent pas de questions. Puis il y a une partie de la population qui sera toujours plus critique, puis il y a une partie de la population qui sera pas vraiment à l'aise peut-être à poser des questions au psychiatre, sont peut-être impressionnés. Donc, votre venue est importante. Oui. Je comprends que des fois qu'on peut être mal à l'aise aussi de poser des questions, puis on n'ose pas. Puis, sauf que le médecin, lui, il a un devoir d'information. Ouais. Lui, dans son code de déontologie, il doit m'informer de ce qu'il me prescrit. Et ce qu'on donne en psychiatrie, il y a des médicaments, il y a des familles de médicaments qui ont des effets secondaires sérieux. Par exemple, ce qu'on appelle les antipsychotiques, qu'on peut donner, mais qu'on donne maintenant, ce qui est étrange aussi, on donne, par exemple, des antipsychotiques avant. Moi, quand j'ai commencé, ça fait quand même plus de 20 ans, on donnait des antipsychotiques plus à des personnes qui, justement, avaient des crises, des hallucinations, bon. Mais là, on se rend compte de plus en plus, on prescrit des antipsychotiques, par exemple, à toutes sortes de personnes, des gens qui ont des diagnostics très différents les uns des autres. Donc, on ne sait plus trop donc, un peu rapidement, diagnostic. peut-être. Un peu rapidement, dans le sens que avant que ça escalade, on voulait dire, c'est un médicament qui est fort et qu'on le prescrit peut-être trop tôt. Là, c'est un peu ça. Ben oui, puis aussi, il y a des effets secondaires importants et il y a des effets qui peuvent laisser des séquelles à vie pour les personnes. Donc, il faut y aller de manière très prudente. Quand vous disiez tantôt, il y a des médicaments, bon, vous savez, on entend un nouveau médicament, il n'y en a pas d'effet secondaire. Dans les premiers temps, je sais pas, j'ai peut-être pas le temps de rentrer dans les détails, mais c'est parce que quand un nouveau médicament il sort, il a été expérimenté très peu de temps. Donc, c'est pour ça qu'il y a peu d'effets secondaires connus. Mm-hmm. C'est à force que les gens prennent le médicament que là, les effets secondaires vont être de plus en plus connus. Il y a aussi un médicament, on va prendre par exemple le même médicament, vous et moi, vous allez réagir d'une façon, je vais réagir d'une autre façon. Donc, ça dépend vraiment des personnes et ça dépend de plein de choses. C'est très différent. Ça dépend aussi de ce qu'on peut prendre, des aliments ou d'autres produits naturels. Il peut y avoir des réactions aussi qui sont un peu diverses. Là. Oui. D'ailleurs, nous, on dit aux gens, quand vous prenez des médicaments prescrits, des psychotropes, on ne parle pas des autres médicaments, juste ce qui est donné au niveau de la santé mentale. On peut pas mélanger des produits naturels avec. C'est pas parce que c'est naturel aussi qu'il n'y a pas d'effet secondaire nécessairement. Alors donc, c'est toujours s'en référer au pharmacien. Ouais. Parce que c'est le pharmacien qui est le spécialiste. Ouais. Lui, toute sa formation est que sur les médicaments. Vous savez, les médecins, ils ont 45 heures de formation sur les médicaments. Tout le reste, c'est des représentants des compagnies pharmaceutiques qui leur donnent l'information. C'est pour ça que aussi on se rend compte quand on travaille avec des personnes qui vivent un problème de santé mentale, à un moment donné, ils prennent tout le même médicament. Oui, tu sens qu'il y a un effort marketing qui... Exactement. Effectivement. Exactement. On l'aborde ça dans la formation parce qu'on explique donc comment ça fonctionne au niveau physique, le mécanisme d'action. Et on explique aussi le biomédical, on explique la place des compagnies pharmaceutiques. On parle aussi de la vision critique. Ce que la formation aussi, c'est d'éveiller la vision critique. La vision critique, c'est pas être contre des choses, mais c'est de se poser des questions. À titre de consommateur, moi, je peux, quand je vais magasiner, je vais m'informer, je vais comparer des choses. Donc, c'est que j'exerce ma vision critique. Nous, ce qu'on dit au niveau de la médication, ça devrait être la même chose. Donc, je pose des questions, je m'informe, je vais vérifier auprès du pharmacien, auprès de mon médecin, donc, je prends pas tout pour du cash. Quitte à aller revoir son médecin après avoir fait son idée, c'est ça? Oui. Dans le fond, c'est d'avoir le même esprit critique, comme si on achète un vêtement, un appareil, on essaie d'avoir la qualité-prix, en fait, puis d'avoir un peu l'ensemble de... Exactement. C'est ça. Et la dernière partie, c'est ce qu'on appelle la gestion autonome de la médication. Parce que aussi, une des raisons fondamentales pourquoi qu'on avait fait le guide critique en 95, c'était parce que souvent, les personnes, ils comprenaient pas ce qui leur arrivait, ils vivaient toutes sortes d'effets, et ce qui arrivait, c'est qu'ils jetaient tous leurs médicaments d'un coup.
Alors, chose à ne jamais, jamais faire. Alors donc, il y a vers la fin de la formation, où on explique, il y a une façon de faire. Si une personne, elle est vraiment convaincue et qu'elle veut essayer, elle a le droit d'essayer. Puis elle a le droit de se questionner et d'essayer. Donc, il y a une façon. Vous savez, c'est comme toute substance. C'est comme quand je fume ou c'est comme quand il y a une façon de diminuer graduellement pour voir donc et voir où je me sens bien, où je suis bien. Il y a des gens qui peuvent arriver à ne plus en prendre. Puis il y a des gens qui arrivent à une dose où là, ils sont bien. Donc, pour ça, il faut trouver un psychiatre qui est prêt à nous accompagner. Oui. Et dans ce processus-là, de dire, je vais l'essayer. S'il y a quelque chose, on se tient au courant. Ça, c'est peut-être la meilleure approche à ce moment-là. Tout à fait. C'est de travailler de concert avec le professionnel. Par contre, des fois, ça peut être difficile. Ça peut être compliqué, mais il y a le pharmacien aussi qui peut m'aider. C'est pas que le pharmacien prescrit. Ça remplace pas le médecin, le pharmacien. Entendons-nous. Donc, mais si mon médecin, le pharmacien et moi, j'ai dans la communauté aussi, parce que c'est toute une préparation, vous savez, diminuer une médication psychiatrique. Moi, je lève mon chapeau aux personnes qui entreprennent cette démarche. C'est une démarche qui peut être très longue. C'est une démarche qui peut durer 3-4 ans. C'est une démarche qui peut être douloureuse, qui est difficile. Donc, mais quand les choses sont en place, puis que la personne, elle se sent en sécurité, ben là, elle peut commencer à diminuer, si c'est son désir. La formation dure combien de temps, les gens qui seraient intéressés à justement l'obtenir? C'est une formation de 2 jours. Oui. C'est sûr qu'on peut... Ah oui, aussi, je voulais vous dire, on donne toujours la formation à 2. Oui. Et il y a toujours une personne qui vit un problème de santé mentale. Souvent, la personne, elle a expérimenté des fois plusieurs types de médicaments. Oui. Il y a des gens qui ont réussi à diminuer, d'autres moins. Enfin bref. Alors, c'est une formation de 2 jours. Il y a des aménagements qui peuvent être faits. Il y a des coûts aussi, bien sûr. Mais ça, écoutez, ils n'ont qu'à communiquer avec l'Agide et ça nous fera plaisir de les informer. On va donner les coordonnées, si vous voulez bien. Donc, soit par le téléphone ou le site web, c'est ça? Là? Alors, j'y vais? Oui, bien sûr, avec plaisir. Alors, au téléphone, c'est le 514-523-3443. Et par le site web, par le site web, c'est www.agide.org. C'est bien ça, agidd.org. agidd.org. Bien, merci beaucoup, c'était très informatif et puis bonne continuité avec cette formation. Donc, l'autre côté de la pilule, merci beaucoup, Mme Provencher, d'avoir été des nôtres. Bien, c'est moi qui vous remercie. Bonne chance. Merci. Au revoir. Vous aussi. Merci. Colle tes larmes sur ta peau comme un écran de brume qui maquille les mots. Tu ne sais plus trop ce qui est vrai ou faux. Si t'as les yeux dans l'eau, comment voir si le jour est beau? Oh, la vie se donnera à tous ceux qui malgré les épreuves ont choisi d'être heureux. Un choix facile si tu le veux. Sois vrai, sois grand, sois fort et sois ambitieux. Et tu tombes d'éternel parcours. Et tu tombes, c'est chacun son tour. Tombe en peine d'amour. Relève tes manches, change quelques mots de ton discours et ton soleil brillera. Et ton soleil brillera. La terre refroidit chaque seconde et tu la cherches dans tes 4 coins du monde. L'été s'efface, tout devient sombre. C'est elle l'automne et toi, la feuille qui tombe. Et tu tombes d'éternel parcours. Et tu tombes, c'est chacun son tour. Tombe en peine d'amour.
Relève tes mains, change quelques mots de ton discours, et ton soleil brillera. Et ton soleil brillera. Et ton soleil brillera. L'air que tu perds dans un soupir, garde-le et cours devant, cours vers l'avenir. Oui, parfois un simple sourire fait toute la différence si la barque vogue ou chavire. Oh non. Et tu montes, montes, montes l'éternel parcours. Et tu montes, 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 c'est chacun son tour. Tombe, tombe, t'es tombé en amour. Relève tes mains, change quelques mots de ton discours, et ton soleil brillera. Et ton soleil brillera. Et ton soleil brillera. Et ton soleil brillera. De retour au micro à Folie douce, qui vous renseigne sur les difficultés émotionnelles. C'est maintenant le temps du bloc Espresso. Bonjour Pierre Laporte. Salut Yvan. Bonjour Ghislain Malo. Bonjour. Alors aujourd'hui, Pierre, un sujet qui a fait couler beaucoup d'encre et qui intrigue encore beaucoup, l'enfant roi. L'enfant roi, oui. Ouais. Et Très discuté. oui, on en parle Mais c'est un beaucoup concept au Québec. on entend parler depuis longtemps aussi. Oui, mais en fait, je vais poser la question, l'enfant roi est-il suédois? Et je vais reprendre quelques passages d'un texte qui avait été écrit et publié par... c'est un texte de Sylvia Galipo, qui est journaliste au journal La Presse. Donc, cet article a été publié par le journal La Presse. Donc, plusieurs l'auront peut-être déjà lu, mais je crois que c'est une bonne idée de le reprendre ce matin. Parce que l'enfant roi, on se pose des questions. D'abord, si je vous demande à tous les deux, c'est quoi votre définition de l'enfant roi? Il y en a qui diraient que c'est moi, parce que je suis un enfant unique, c'est-à-dire qui a été assez couvé par sa mère et ses parents. Donc, c'est un enfant gâté un peu, quoi? Oui, qui en fait à ses propres caprices. C'est un enfant qui devient un peu le parent de ses parents. C'est comme ça que je verrais ça. Là. Oui. Mais en fait, il y a comme deux définitions. Il y a certaines personnes qui vont dire, un peu comme toi, Ghislain, que c'est un enfant gâté. D'autres vont appeler ça un enfant tyran, c'est-à-dire un enfant qui fait seulement qu'à sa tête. D'autres personnes vont voir ça autrement. Ils vont dire, c'est plutôt la façon dont on élève les enfants. Donc, on met la responsabilité de l'enfant roi, là, en tout cas le terme enfant roi, sur le dos des parents. Et même, on pourrait dire, de la société. C'est aussi le fait que c'est des familles aussi qui ont beaucoup moins d'enfants qu'à Oui. l'époque. Oui. C'est un gros facteur. Ça devient comme le centre d'intérêt. Là. Exactement. Ouais. Alors, Sylvia Galipo nous dit « Petit con, mal élevé et surtout déçu de la vie, tels sont les qualificatifs que les médias britanniques, chinois, français ou américains attribuent aux enfants nés au pays des garderies et des longs congés parentaux payés. » Mais que s'est-il donc passé? Nous avons interrogé David Eberhard, qui est psychiatre suédois et auteur. Et il est lui-même père de 6 enfants de 1 à 17 ans. Il voit 3 grandes causes à cette bien malencontreuse dérive. Premièrement, le pays de la philosophie parentale unique. On parle de la Suède. Promenez-vous dans les rues de Stockholm. Vous verrez des bambins partout. Certes, la Suède a l'un des plus hauts taux de natalité d'Europe, mais surtout des bambins impolis, exigeants, insolents. C'est souvent eux qui décident du menu du souper, carrément des vacances d'été, dénonce le psychiatre David Eberhard. Ils choisissent l'heure de leur coucher et ne tolèrent pas qu'on les habille. En gros, ce sont eux qui décident de tout comme de rien, mais surtout de tout.
Pourquoi? Si la Suède est reconnue comme une pionnière en matière de défense des droits des enfants, ces droits vont aujourd'hui très loin. Avec la popularité d'auteurs comme le Dr Spock, Penelope Leach et surtout Jesper Juhl, le père de l'écoute active. Les parents n'ont plus le droit de punir leurs enfants. Il nous dit, et je ne parle même pas de châtiment corporel, souligne le psychiatre. Un père a envoyé son enfant dans sa chambre 20 minutes et il a été traîné en cours. Si un enfant a un mauvais comportement, il est interdit socialement en Suède de l'envoyer dans sa chambre. Le résultat, les parents n'ont aucun moyen de dire non à leur enfant et c'est là qu'on déraille, dit-il. Et en passant, la Suède fut le premier pays au monde à interdire les châtiments corporels. C'était en 1979. Et en 1990, la Suède est l'un des premiers pays à ratifier la Convention relative aux droits de l'enfant de l'ONU. Je ne sais pas si ce phénomène-là vient parce que c'est comme on dit, c'est le modèle de la social-démocratie au monde. Exactement, oui. C'est une question que lui-même se pose. Parce que les Suédois se posent la question, est-ce qu'on ne va pas trop loin? Est-ce qu'ils ont fait un bon choix de faire ça? Oui. À long terme, ils se rendent peut-être compte que c'est plus difficile Exactement. à gérer. Étrangement, je continue l'article, étrangement, ces mêmes parents en Suède, qui sont par ailleurs de grands adeptes de la théorie de l'attachement, ne passent pas énormément de temps avec leurs enfants. Ils sont en effet les premiers à les mettre en garderie dès 1 an. Tous les bambins suédois ont une place attitrée en crèche jusqu'à leur entrée à l'école. C'est assez contradictoire, souligne le psychiatre. La Suède a également un taux élevé de divorce, avoisinant les 50%. Et bien des familles optent pour la garde partagée 1 semaine sur 2, poursuit le psychiatre. Ça n'est un autre élément aussi, les séparations, les divorces. Donc, les enfants ne voient leur enfant moins souvent et ils en profitent pour le gâter. Oui, c'est un peu comme le taux de divorce, c'est un peu comme nous, c'est à peu près 50%. Oui. La Suède se targue d'être marginale, d'élever de libres penseurs, bref, d'être un peuple plus rock'n'roll que la moyenne. Il nous dit, c'est comme si nous étions fiers d'élever des enfants libres, rebelles, qui n'obéissent pas à leurs parents. Ce mythe est très fort en Suède. Malheureusement, depuis plusieurs années, les études démontrent que non seulement nos jeunes réussissent moins bien que les autres à l'école, ils sont même moins créatifs. Maintenant, au Québec, qu'en est-il? L'enfant roi suédois est-il bien différent de l'enfant roi québécois? Probablement pas. Le pédiatre Jean-François Chicoine dit « Le phénomène de l'enfant roi, qu'on soit au Québec ou ailleurs, c'est un peu partout le même. Dans les sociétés bien nanties, est né cet enfant roi qui se nourrit d'indiscipline. » Il dit « À quel point est-ce différent en Suède? » Il nous dit, je ne connais pas l'enfant roi suédois, mais dans une société bien nantie, on a réglé certains problèmes. Les parents ont tendance à être surinvestis. D'où la question inévitable, l'enfant roi est-il produit de la social-démocratie? Oui, c'est la question qu'on se pose. On va arrêter. Tu as des commentaires? Non, c'est beau. Ça répond un peu à dire... Sauf qu'on va poursuivre dans le prochain bloc d'Espresso allongé, Pierre. Donc, l'enfant roi à Folie douce. À venir dans l'émission Folie douce, notre invitée est Catherine Burroughs de la Fondation des maladies mentales qui vient nous présenter le programme Solidaire pour la vie. À l'Espresso allongé, on poursuit sur le sujet L'enfant roi. Vous entendrez aussi en chanson Les petites bottines de Simon Boudreau et Mes vies en stéréo de Francis Galland. Vous souhaitez réagir au propos de l'émission, vous désirez participer à Folie douce, vous avez des suggestions, écrivez-nous par courriel à l'adresse foliedouce@antenne.qc.ca ou téléphonez-nous au 514-990-9604. Vous écoutez Folie douce, l'émission hebdomadaire qui démystifie les problématiques de santé mentale depuis plus de 20 ans. De retour au micro dans quelques instants.
Nous apprécions toujours vos commentaires par téléphone. Composez le 514-990-9604 dans le 514-990-9604. J'ai le plaisir d'accueillir mon invité, Mme Catherine Burrows. Bonjour, Mme Burrows. Bienvenue à l'émission Folie douce. Merci, bonjour. Ça va bien? Ça va bien, vous? Oui, ça va bien. On est content de vous avoir. Vous êtes directrice des programmes jeunesse à la Fondation des maladies mentales. On aimerait d'abord parler dans quelques minutes d'un programme qui s'appelle le Solidaire pour la vie. Mais on voudrait avoir une description en fait de la Fondation parce que la Fondation des maladies mentales existe quand même depuis longtemps. Pouvez-vous nous brosser un petit tableau de ce que fait la Fondation des maladies mentales? Oui, la Fondation des maladies mentales a été mise sur pied en 1980 par le docteur Yves Lamontagne. Oui. Donc, sa principale mission pendant les 15 premières années de son existence était d'amasser des fonds pour la recherche pour le domaine des maladies mentales. Par la suite, dans les années 90, la Fondation a été interpellée par un haut taux de suicide chez les jeunes au Québec. Puis en réponse à ce haut taux de suicide, a décidé de mettre sur pied le programme Solidaire pour la vie, donc qui sensibilise les jeunes à un des principaux facteurs de risque au suicide, qui est la dépression. Oui. Donc, depuis 1998, la mission de la Fondation est de éduquer les jeunes, les parents, ainsi que le personnel scolaire par rapport à la dépression chez les jeunes. Oui. La Fondation s'est adressée à plusieurs publics. Si je ne m'abuse, vous vous adressez plus maintenant vraiment aux jeunes, n'est-ce pas? Oui, c'est effectivement le cas. Donc, il y a eu comme un changement de direction, si on veut, pour s'occuper des plus jeunes de la société. Est-ce que vous croyez que, justement, les services au niveau des jeunes, au niveau de la santé mentale, est-ce qu'ils sont moins présents que les autres services? Peut-être pour ça qu'il y a un besoin? Bien, pendant longtemps, la dépression chez les jeunes, par exemple, était tabou. On pouvait pas penser que des adolescents, même des enfants, pouvaient souffrir de maladies mentales. Pourtant, maintenant, avec la recherche, les études, les écrits, on sait que 75% des maladies mentales débutent avant l'âge de 24 ans et 50% avant l'âge de 14 ans. Donc, effectivement, la maladie mentale touche les jeunes. Par contre, il y a des services, il y a beaucoup de services, mais oui, il y a du travail à faire pour arrimer les services. Et nous, à l'occasion, en équipe, avec d'autres personnes, souvent on parlait de ça, puis on se disait, la fameuse désince qui est arrivée dans les années 70, 80, 90, bon, ça a permis à certains jeunes de l'époque de fréquenter des centres de jour qu'on appelle, des choses comme ça. Ces gens-là ont vieilli, sont souvent dans la cinquantaine. Donc, on se posait des fois la question, on se dit, mais les jeunes, ils vont où? Parce qu'on les voyait pas vraiment régulièrement dans des ressources. J'ai l'impression que leurs besoins sont différents de ce que les autres personnes à l'époque avaient besoin. Donc, est-ce que c'est un peu ça aussi que vous visez, d'aller chercher justement les jeunes d'une façon différente? Bien, nous, on vise vraiment les jeunes qui sont à l'école. Donc, école publique, privée, c'est la majorité des jeunes qui sont inscrits au secondaire entre l'âge de 14 et 18 ans. On promouvoit les ressources de l'école en premier lieu. C'est accessible, sur place. Beaucoup de professionnels de la santé qui œuvrent dans les établissements scolaires sont en lien avec les CLSC. Donc, c'est un accès privilégié pour les jeunes à ce moment-là. Bien sûr, c'est pas tous les jeunes qui veulent consulter à l'école, mais il y a des ressources disponibles. Donc, ils peuvent aller directement au CLSC. Certains font via la Maison des jeunes. Il y a des organismes communautaires. Donc, effectivement, c'est peut-être pas visible là, en tant qu'adulte, mais il y a des services disponibles pour eux. Donc, la clinique jeunesse est un bon exemple. La plupart des CLSC offrent un moment dans la semaine qui s'appelle la clinique jeunesse où les moins de 25 ans ont accès plus rapidement à des services, tant pour, par exemple, les UTS, le dépistage des UTS, que pour consulter un travailleur social ou un médecin pour des problèmes de santé mentale. Oui, on disait tout à l'heure, donc, Mme Burrows, que vous êtes directrice des programmes jeunesse. Il y a un programme principal, je crois, qui se nomme Solidaire pour la vie. Pouvez-vous nous en parler particulièrement? Qu'est-ce que ce programme fait? Qu'est-ce qu'il vise? C'est quoi les objectifs? Oui, Solidaire pour la vie est un programme qui existe depuis 15 ans maintenant. En 15 ans, on a réussi à informer
1/8 presque de la population. Donc, on parle ici de 947 000 jeunes et adultes. Donc, cette année, on dépassera le 1 million de personnes informées. Donc, c'est un programme qui vise à informer les jeunes, comme je disais, au secondaire, ainsi que leurs parents, le personnel scolaire, des symptômes de la dépression, des signaux de détresse à remarquer, puis surtout de les informer des ressources disponibles dans leur milieu, puis de les convaincre d'aller consulter aux besoins. Et comment ça se passe? Il y a quelqu'un qui va... Est-ce que ça se fait de façon... vous interagissez avec les jeunes ou c'est plus un exposé pour mieux reconnaître les symptômes de différentes problématiques de santé mentale? Comment ça se passe au quotidien dans les présentations? On a la chance de recruter de jeunes animateurs. Donc, c'est des jeunes qui parlent aux jeunes. On vise vraiment à faire en sorte que les jeunes se reconnaissent dans les animateurs qui parlent même presque le même langage. Ça participe à la déstigmatisation puis à briser les tabous. Pas que les vieux peuvent pas parler aux jeunes, mais ça favorise vraiment la communication. Puis, on engage à chaque année une équipe de 10 animateurs qui laissent de côté leur activité, prennent une pause de leur parcours scolaire pour vraiment s'investir dans la cause, dans le programme Soldats pour la vie. Donc, ils reçoivent une formation de la Fondation, puis partent sur la route. Ils visitent toutes les écoles du Québec pendant 1 an et en équipe de 2. Ils se présentent dans les écoles et ils font des animations aux jeunes de 14 à 18 ans dans les salles de classe. Oui. Et on dit que c'est tabou, la santé mentale. Ça l'est encore au moment où on se parle. Ça l'était peut-être plus avant, mais ça l'est encore. Est-ce que les jeunes réussissent, étant donné qu'ils sont dans un milieu où ils sont connus, est-ce qu'ils sont timides de pouvoir parler de ça? Est-ce qu'ils sont ouverts? Est-ce qu'ils trouvent une solution? Comment vous arrangez pour que les gens soient à l'aise de pouvoir en parler, mais aussi éventuellement d'avoir recours à des services s'ils en ont besoin? Moi, j'ai commencé comme animatrice il y a 10 ans pour le programme. Je peux vous dire que ça a changé. Je peux remarquer vraiment un changement face aux mentalités. Les jeunes sont beaucoup plus ouverts. Ils ont plus de connaissances face aux maladies mentales. L'information est assez accessible maintenant. Donc, c'est pas les mêmes préjugés qu'il faut défaire, je crois. Il reste quand même de la stigmatisation, mais ils sont prêts à entendre parler de santé mentale. Par contre, pour ce qui est d'aller consulter, ils sont moins informés, ils sont moins prêts à le faire. Donc, l'information, elle est informative, mais participative, puis vraiment, il n'y a pas de tabou. Puis on parle franchement de la réalité, des embûches, des peurs, de qu'est-ce qui pourrait nous empêcher d'aller consulter. Puis on est capable on est en mesure de dire que les jeunes vont consulter suite à l'animation. Les écoles nous envoient un mois suite à notre passage un questionnaire qui évalue si le taux d'augmentation dans les écoles a augmenté. Et c'est le cas. En 15 ans, plus de 15 000 jeunes ont été diagnostiqués, traités pour dépression et aujourd'hui, ils vont mieux. Donc, ça se mesure, c'est ça qui est la bonne nouvelle, parce que quand on sent qu'une activité de démystification, d'information porte fruit, c'est très gratifiant pour vous, là? Moi, tous les jours, on a des témoignages des jeunes. Des fois, on retourne dans la même école une année plus tard, puis les jeunes viennent nous voir, partagent leur histoire. J'ai en tête un garçon qui était revenu nous voir puis qui nous avait vu l'année dernière, mais il était toujours en secondaire 4. On avait vu secondaire 4 l'année d'avant. Puis, c'est avec les yeux pétillants, le sourire qui nous a dit « Oui, je vais vous revoir cette année parce que j'ai dû reprendre mon année. » Puis là, je trouvais ça un peu j'ai content d'avoir refait son année, mais non, c'est que suite à l'animation Soldats pour la vie, il est arrivé à la maison le soir, il en a parlé à ses parents, sont allés consulter, puis son état nécessitait même un arrêt scolaire, l'hospitalisation. Il a suivi son traitement, mais il allait mieux, puis il était content de nous le dire. Donc, on porte ces histoires-là dans notre cœur, on sait que ça porte fruit. Comment on doit agir avec des jeunes, on parle de jeunes adolescents ou jeunes adultes qui semblent pas aller bien et tout ça. Comment est-ce que notre approche doit être d'une certaine façon? Quel truc on pourrait donner aux auditeurs qui auraient dans leur entourage des jeunes, justement, qui avaient des problématiques de santé mentale?
Mais premièrement, bien s'informer. La dépression à l'adolescence, les symptômes qui reviennent à l'adolescence les plus fréquemment, c'est pas les mêmes que chez les adultes. Chez les adultes, on va par exemple parler de déprime, tristesse permanente, de fatigue, d'isolement. Chez l'adolescent, les symptômes les plus fréquents, c'est l'irritabilité, l'agitation. Puis c'est pas des symptômes qu'on associe facilement à la dépression. Donc, il faut être informé, il faut savoir décoder. Puis ensuite, ben, c'est sûr que c'est mêlant, la différence entre la période d'adolescence puis les changements de comportement qu'on peut observer qui accompagnent des sentiments dépressifs. Donc, faut être à l'écoute, faut connaître notre jeune. Puis si on remarque une rupture dans le comportement, notre jeune a changé, on le reconnaît plus, puis c'est pas pour le mieux, puis ces changements de comportement affectent plusieurs sphères de sa vie, puis que la communication est coupée, que c'est difficile de parler, ben il y a peut-être lieu de s'inquiéter. À ce moment-là, ben c'est de tout simplement trouver le bon moment, le bon lieu, le bon moyen pour lui parler, lui faire part de notre inquiétude, de ce qu'on a remarqué. Mais aussi, des fois, les adolescents attendent juste ça, une main tendue, qu'on offre d'accompagner le jeune, de lui trouver des ressources. C'est dur des fois, en tant qu'adulte, de trouver notre place là-dedans, mais l'important, c'est de savoir c'est que la dépression, c'est réversible. C'est pas facile, mais dans la plupart des cas, suite à un traitement, un diagnostic, on s'en remet. Le programme, est-ce qu'il est ouvert à ceux qui en font la demande? Vous avez déjà votre façon de procéder pour rentrer un peu dans la plupart des écoles? Est-ce que les gens peuvent, en d'autres mots, demander vos services? Ou Oui, on a travaillé fort à la Fondation. C'est important pour nous d'offrir le service gratuitement. Donc, même si pour nous, il n'est pas gratuit, il y a des frais, la Fondation travaille fort pour annoncer des dons auprès du public, auprès des entreprises pour pouvoir offrir gratuitement le programme partout au Québec. Parce que c'est pas toutes les régions qui ont, toutes les jeunes dans toutes les régions qui ont le droit au même service. Puis pour nous, c'est important qu'ils aient accès au programme. Oui. Donc, tout adultes qui travaillent dans un établissement scolaire ou étudient des gens de 14 à 18 ans peuvent nous contacter à la Fondation. Vous pouvez aller sur notre site web au www.fondationdesmaladiesmentales.org, programme solidaire pour la vie. Et toute la démarche pour nous rejoindre, pour pouvoir réserver des animations dans leurs établissements scolaires. Oui, et les gens de Montréal, le téléphone 514-529-5354. Donc, les gens peuvent aussi vous appeler. Tout à fait. Merci beaucoup, Mme Burrows. C'était fort intéressant. Bonne continuité avec le programme Solidaire pour la vie, puis bonne continuité à la Fondation des maladies mentales également. Merci beaucoup, M. Bougeaud. Merci. Bonne journée. Bonne journée. Maquer les petites bottines qui d'un pas timide me suivent à distance, pilotant mes pas. Parfait inconnu, une vieille connaissance ou ma petite copine devenue nouvelle ex. D'un coup je me retourne, perçois l'appel et je la reluque de la tête aux pieds. Mes yeux voient ses yeux, passe sur ses seins, pose le regard sur ses petites bottines. La demoiselle aux petites bottines est tellement jolie. Un petit bout de femme qui me donne l'impression que je suis si petit. Car la demoiselle aux petites bottines est drôlement jolie. Un petit bout de femme qui me rappelle que je vis seul dans un 3,5. Dans mon 3,5. Savez, nombreux sont les gens qui évitent souvent les nombreuses questions par peur de réponse. Mais moi, curieusement, je me pose fréquemment toutes ces questions qui s'en viennent de réponses. Me sortant de ma tête, la jolie demoiselle me demande poliment ce que je fais de ma journée. Moi, tout gêné, le regard sur ses pieds, lui dit et m'invente que je suis occupé. Car la demoiselle aux petites bottines est tellement jolie. Un petit bout de femme qui me donne l'impression que je suis si petit. Car la demoiselle aux petites bottines est drôlement jolie. Un petit bout de femme qui me rappelle que je vis seul dans un 3,5. Dans mon 3,5. Qui
donc peut être aussi con, un gars du nom de Simon me lance un piéton à l'affût de ma question. Question qui pourtant, mon grand étonnement, j'avais cru chuchoter. Caché entre mes dents, on entend ce qu'on entend, voit ce qu'on voit, et on peut se mettre à croire à ce qu'on ne voit pas. La morale de l'histoire, dites bien poliment, lorsqu'on se ferme la gueule, on est ce qu'on veut pas. Si la demoiselle, petite bottine, était si jolie, pourquoi m'empêcher d'aller le lui dire, aussi petit que je suis? Si la demoiselle aux petites bottines était si jolie, un autre que moi est en train de le lui dire, et moi je suis ici, dans mon 3,5. Car la demoiselle aux petites bottines est tellement jolie, un petit bout de femme qui me donne l'impression que je suis si petit. Car la demoiselle aux petites bottines est drôlement jolie, un petit bout de femme qui me rappelle que je vis seul dans un 3,5. Dans mon 3,5. Vous voulez mieux nous connaître et communiquer avec nous? Visitez notre site internet au www.antenne.qc.ca. antenne.qc.ca. On poursuit au micro de Folie douce avec l'Espresso allongé, et puis c'est le sujet que tu as amorcé plus tôt dans l'émission, l'enfant roi, Pierre. Oui, c'est le temps d'échouer. Oui, c'est le temps de peut-être mieux connaître qui c'est l'enfant roi. Oui, mais dans cette petite chronique Espresso allongé, je vais dévier sur un autre article. C'était écrit par Mme Marie-Josée Richard, qui est journaliste. Et j'ai pris ça sur le site Internet Style de vie. Et elle nous propose 8 signes pour détecter un enfant roi. Prenez des notes, comme on dit si bien. Alors, le premier signe qu'on a affaire avec un enfant roi, c'est que celui-ci, on peut dire de celui-ci qu'une crise n'attend pas l'autre. Elle écrit « Votre progéniture pique des crises pour un rien. À la moindre contrariété, frustration ou au moindre non qu'on lui présente, il se met dans une colère monstre ou s'étale sur le sol, étant un grand adepte de la danse du bacon. Ouais. Comme l'a dit à la blague la psychologue Nadia Gagné. Oui. Non, ça, je n'étais pas bien bon dans la danse du bacon. Tu n'as jamais fait la danse du bacon? Non, ça peut arriver quelques fois, mais pas constamment. Ouais, tu pensais te reconnaître dans l'enfant roi, mais peut-être que ça... Ouais. La danse du bacon, non. Alors, c'est ce que fait apparemment l'enfant roi. Un deuxième signe pour détecter un enfant roi, c'est qu'il aime se faire vivre. Un enfant roi se terre-t-il chez vous? Il peut s'agir de ces jeunes adultes, adolescents entardés qui collent à la maison jusqu'à 30 ans, plus souvent logés, nourris, torchés et totalement déresponsabilisés, raconte Guy Sanson dans son livre « L'enfant tyran, savoir dire non à l'enfant roi » aux éditions Québécois en passant. Ça serait une question importante à savoir, c'est quand est-ce qu'il est utile pour un adulte de quitter le nid familial, parce qu'il y en a qui est sac dehors à 18 ans, d'autres qui restent très collés. C'est quelque chose que moi, je suis confus, là, on va dire. Oui, c'est vrai. Un troisième signe pour détecter les enfants rois, c'est que cet enfant se dit « après moi le monde ». C'est-à-dire qu'il est égocentrique, nombriliste, cultiste du « je me moi ». Tels sont les qualificatifs parfois utilisés pour décrire l'enfant roi. Les moindres désirs de cet enfant doivent devenir réalité. Ceci devrait vous mettre la puce à l'oreille. Étais-tu comme ça, toi? Pas trop pire. Des fois, oui. Il y a des moments, mais je pense que tout le monde l'est un peu. Ouais. Oui, on dit les parents doivent aussi viser l'unité dans l'autorité. Les nouveaux parents doivent faire preuve de cohérence et de constance face aux règles à respecter. Une quatrième façon de détecter les enfants rois, c'est qu'il a de l'attitude à revendre. Parmi les descriptions avancées par Guy Sanson, on y trouve notamment des jeunes filles de 12 ans qui roulent les hanches dans la rue essayant de ressembler à Britney Spears, quitte à avoir l'air de poupées ou de jeunes prostituées. Mais ça, c'est... Moi, je dois admettre que on a beaucoup
miser sur l'estime de soi des enfants. Il y a comme peut-être un retour du balancier à l'école, puis dans les parents. On a mis beaucoup en valeur l'estime de soi des enfants. Ils ont très confiance en eux-mêmes, peut-être même des fois un peu trop. Un peu trop. Hein. Oui, Marie-Josée Richard dit qu'avoir une attitude effrontée est parfois remarqué chez ces enfants rois qui se croient tout permis. Un cinquième signe des enfants rois, c'est qu'ils risquent de décrocher si le succès n'est pas garanti. Donc, ce sont des décrocheurs. Et parmi les décrocheurs, on retrouve prioritairement ces enfants rois. D'après Anne Berlioz, qui est éducatrice spécialisée en thérapie familiale en France. Elle dit « Ceux qui considèrent qu'ils n'ont pas à faire ce que demandent les adultes s'ils n'en ont pas envie sont parfois même convaincus que c'est à l'adulte de satisfaire tous leurs désirs. » Une sixième façon de détecter les enfants rois, c'est qu'il a des parents presque parfaits. Nadia Gagné, psychologue, nous dit « La pression de vouloir être un parent parfait ou de passer à tout prix du temps de qualité sans conflit avec un enfant peut amener les adultes à poser des limites plus élastiques qui les transforment en parents valets. » À la blague, je dis souvent, c'est Mme Gagné qui parle, je dis souvent que je préfère parler du phénomène des parents valets que de celui des enfants rois. Elle souligne ceci avec humour. Comme quoi, en faire trop, ce n'est guère mieux. Une septième façon de détecter les enfants rois, c'est qu'ils ont une vive réaction à l'autorité. Madame Gagné dit « Attention, ce n'est pas dans tous les cas que les parents sont à 100% responsables de l'attitude tyrannique de leurs enfants. Certains enfants naissent avec un tempérament plus difficile que d'autres. » Oups. Ça, c'est moi. Et finalement, une huitième façon de détecter les enfants rois, c'est leur narcissisme. Les enfants ayant des traits narcissiques marqués pensent généralement que tout leur est dû et se montrent exagérément exigeants vis-à-vis de leur entourage. Ils s'attendent à être admirés et à bénéficier de toutes sortes de privilèges. Ils ont un sens poussé de leur propre importance, ce qui les fait souvent passer pour vantards et arrogants. Et bien qu'un narcissisme infantile puisse être normal, ceci peut devenir problématique si les parents couvrent trop en réprimant les critiques sur leur enfant. C'est alors le narcissisme des parents qui rend l'enfant si insupportable. Alors voilà. C'est bien, un bon sujet. Merci beaucoup, Chelem Malo, pour ta participation. Des bonnes idées. Merci beaucoup, Pierre, pour ce beau sujet. Bienvenue. On poursuit en chanson à l'émission. Un autre jour commence et je me dis que ce sera le plus beau jour de ma vie. Plus j'y pense, plus je souris. Pas besoin de raison pour être happy. Nouveau matin, nouveau destin. Oh, 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 oh. Rien ne me retient à vivre enfin. Oh, 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 oh. Oh, oh. Le soleil sur ma peau, la musique dans ma radio. Tout est vrai, tout est beau. Ma vie joue en stéréo. Joue en stéréo. Un autre pas, je boude les taxis. Le vent dans le dos, rien ne me ralentit. Plus j'y crois, plus j'y arrive. Que ceux qui m'aiment suivent and the others can leave. Un nouveau matin, nouveau destin. Oh, oh, oh. J'irai plus loin, encore plus loin. Oh, 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 oh. Oh, oh. Le soleil sur ma peau, la musique dans ma radio. Tout est vrai, tout est beau. Ma vie joue en stéréo.
la musique dans ma radio. Tout est vrai, tout est beau. Le soleil sur ma peau, la musique dans ma radio. Tout est vrai, tout est beau, la vie joue en stéréo. En stéréo, en stéréo, en Folie douce est disponible pour écoute sur YouTube. Cliquez le lien sur notre site web antenne.qc.ca. En terminant cette émission de Folie douce, Ghislain Malo et moi, on va faire la nomenclature des chansons. Alors, on a écouté en début d'émission Le goût du bonheur de Émilie Lévesque. On a écouté un peu plus tard Ton soleil brillera de Bruno Labrie. Oui, dans la deuxième demi de l'émission, on a pu entendre Les petites bottines. Oui, de Simon Boudreau. Ça va bien avec le terme de l'enfant. Oui, ouais. C'est vrai, effectivement. Et on a écouté aussi Ma vie en stéréo à l'instant. Oui, parce que oui, je le vois mal, je m'en excuse, de Francis Galland. D'accord. Francis Galland. Merci beaucoup pour votre choix musical à toi et à Pierre. Merci. Merci à ta participation au micro. Merci Pierre à la mise en onde. Bienvenue. Merci pour tes blocs sur l'enfant roi. Justement, tu le mentionnais, Julien, oui. Donc ça a été un sujet sur les deux blocs Espresso et Espresso allongé. Je tiens à remercier nos invités. On a eu Catherine Burroughs, donc, qui nous a parlé de Solidaire pour la vie. C'est un beau programme. Et on a eu en début d'émission Doris Provencher de la GID qui nous a parlé de l'autre côté de la pilule. C'est Yvan Bugeaud à l'animation. Bonne semaine et à la prochaine Folie douce. Au revoir. Pop